Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier webinaire de l'année. C'est un moment un peu spécial pour nous, une occasion de célébrer donc avec l'ensemble de notre communauté avant les fêtes de fin d'année. Avant de plonger dans le vif du sujet, et comme d'accoutumé, donc ce webinaire est entièrement enregistré et le replay sera disponible prochainement sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous. Petite particularité de ce webinaire, eh bien, et contrairement donc au format habituel, nous n'aurons pas de session questions-réponses en direct. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par mail et on tâchera d'y répondre ensuite. Pour remplacer cette session questions-réponses, donc, et pour fêter cette fin d'année, nous avons plutôt décidé de vous mettre au défi. Et entre chaque session, nous lancerons donc un quiz flash de quelques minutes, une véritable course contre la montre. Voilà. Vous allez donc avoir, après chaque session, un lien et un QR code sur ce PPT ou bien dans le chat. Vous pourriez donc participer depuis votre ordinateur en scannant le QR code, ou depuis votre téléphone en scannant le QR code, ou depuis votre ordinateur. Et attention, seuls les 30 premiers arrivants à chaque session donc pourront vraiment rentrer dans l'arène. Chaque question est chronométrée entre 10 et 15 secondes. Et chaque session contiendra donc 5 questions au total. Pour chaque session, donc nous aurons 3 gagnants qui gagneront respectivement, donc le premier, le deuxième et le troisième, un Timio Wireless, un Timio 2 Plus et un Challenge Activities. On voit bien que le Père Noël est passé par là. Quelques règles importantes, et pour pouvoir gagner votre lot, donc veillez à entrer un nom identifiable, s'il vous plaît. Et pour que chacun ait sa chance, donc les lots ne sont pas cumulables. Si vous avez déjà gagné lors de sessions précédentes, le prix sera automatiquement attribué aux participants suivants dans le classement. Et pour finir, l'envoi des gains aura lieu donc dès le mois de janvier, dès le mois de début de janvier. Donc, ouvrez l'œil, tendez l'oreille, et les indices donc pour gagner se cachent dans les présentations des intervenants ou pas forcément. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Et le premier donc la première quiz arrivera après la session de machine à trier. Voici un aperçu rapide de l'agenda donc du webinaire. Et nous commencerons avec Sandrine Prunière, donc directrice de Mopsia. Elle partagera avec nous et en quelques minutes les moments forts de cette année 2025 et nous offrira surtout un avant-goût exclusif de ce qui nous attend pour 2026. Ensuite, nous accueillerons un duo d'experts, Michael Saunier et Franck Levasseur, tous les deux Erum, donc, et formateurs chevronnés. Ils ont conçu, avec leurs collègues, la fameuse machine à trier, une innovation donc présentée en avant-première au FestiRobot de Normandie en 2025, puis remarquée au niveau national lors du salon Educatech en novembre dernier. Ce projet constitue un véritable pont entre la manipulation concrète, donc du robot, des Lego et de la pensée algorithmique. Nous enchaînons ensuite avec Éric Marchand, coprésident de Dessine-moi la high-tech. Éric porte une passion sur le développement donc, de cette association depuis 2019 et sa mission principale consiste à transformer l'hôpital en un terrain de jeu et d'évasion pour les enfants. Donc, il nous racontera comment la technologie redonne le sourire aux enfants hospitalisés. Enfin, nous terminerons en beauté avec la relève, avec la jeunesse. Donc, Méline et Valentin, lycéens et membres de l'atelier scientifique de Villegénie, nous ferons le plaisir de partager l'aventure progressive de leur équipe avec Timio. Sous la direction de Jacques, notre fameux Jacques Taillet, donc, ils incarnent cette jeunesse qui n'a pas peur d'expérimenter et d'innover avec l'ensemble des outils numériques et non pas que Timio. Nous sommes vraiment extrêmement heureux et fiers de travailler avec eux, de collaborer avec eux maintenant depuis 2 ans et nous trouvons qu'il s'agit là vraiment d'un exemple, de monde exemplaire et nous souhaitons et nous encourageons donc d'autres écoles, lycéens et professeurs à suivre cet exemple. Voilà. Sans trop tarder, je laisse la parole à Sandrine et désolé encore pour ce contretemps de tout à l'heure. Sandrine, je te laisse la parole. Merci Ronnie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors, c'est parfait. Super. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vous propose de revivre ensemble les moments forts de l'année 2025 avant de nous tourner vers des projets passionnants qui nous attendent pour 2026.
Alors, sur la slide d'après, voilà, donc Timio 3, innovation et avenir. Donc, l'année 2025 a été en tout cas une année clé pour Tia, largement dédiée à la recherche, à l'innovation et à la préparation de l'avenir. Face à l'importance croissante du numérique à l'école, nous avons concentré en fait notre énergie sur l'accélération du projet Timio 3. En allant bien au-delà du robot lui-même pour renforcer le lien avec ceux et celles qui l'utilisent au quotidien. Donc, nous avons prévu une sortie au second semestre 2026. Donc, ce nouveau robot ouvre une nouvelle étape dans la robotique éducative. Il s'appuie sur une approche collaborative de l'apprentissage, pensée avec et pour notre communauté, donc pour vous. Et bien sûr, fidèle à l'ADN de Timio, il continuera de porter les valeurs fortes que nous avons, telles que la durabilité, l'inclusion et l'ouverture technologique. Donc, dès le début de l'année 2026, nous lancerons une phase de test et aurons le plaisir d'inviter certains d'entre vous à participer à des sessions bêta-test, une occasion, je pense, unique de co-construire ensemble la dernière étape avant le lancement de Timio 3. La partie robotique et avenir, année de l'impact, pourquoi ? Parce que ce que nous construisons aujourd'hui s'inscrit dans une vision engagée depuis 2025 et même bien avant. Donc cette année de réflexion et de travail en profondeur a été vraiment essentielle. Elle a posé les bases solides de l'étape majeure que nous franchirons en 2026, celle de la diversification créative de Timio et de sa mission. Aujourd'hui, Timio dépasse le cadre de la robotique éducative classique. Il s'ouvre à des dimensions profondément humaines. Grâce à notre partenariat avec UTech et au lancement très prochain de Timio Care, nous apportons l'innovation là où elle a un impact social fort, donc dans des écoles, aux besoins spécifiques, mais aussi au sein des EHPAD. Donc notre technologie devient un véritable vecteur d'inclusion et de lien intergénérationnel. Cette ambition se concrétise également à travers une nouvelle gamme d'accessoires et de kits thématiques, donc pensés aussi bien pour la classe que pour la maison. Ils sont entièrement rétrocompatibles, donc ils accompagneront le futur Timio 3, tout comme le Timio 2, que beaucoup connaissent déjà, on va dire. Donc, plus que de simples accessoires, ces kits portent de manière une approche, on va dire, STEAM, complète, et invite à réfléchir à des enjeux essentiels comme la durabilité et la réparabilité. Au final, nous vous proposons plus seulement un robot, mais un véritable univers pédagogique responsable, inclusif et plus que jamais ouvert à tous. Toujours sur cette rétroprospective, si nous pouvons aborder 2026 avec autant d'ambition, c'est parce que 2025 a été une année d'une vitalité exceptionnelle, une année portée par votre confiance et par la force de notre communauté. Donc, tout au cours de laquelle Timio a franchi des étapes historiques, notamment quelques-unes que je partage avec vous. Donc, nous avons accompli ensemble, notamment à Francfort, avec plus de 1000 robots qui ont été déployés dans les écoles. En Suisse, après les déploiements dans les cantons de Neuchâtel, Valais, Vaud, Genève, je ne les cite pas dans l'ordre, c'est maintenant le canton de Fribourg qui a accueilli nos valises pédagogiques avec beaucoup d'enthousiasme. Et la Belgique, le programme numérique en Wallonie continue de se développer et de prendre de l'ampleur. Donc en fait, toute cette dynamique dépasse largement nos frontières. Au Maroc, Timio fait désormais partie intégrante des manuels officiels d'informatique et de robotique dans le réseau des écoles privées. Donc, c'est une reconnaissance forte de notre vision pédagogique et de son impact sur le long terme. Nous avons aussi été très présents sur la scène internationale, au sommet de AI4Good à Genève, à Educatech à Paris et au travers de succès grandissants de la compétition R2T2 qui continue de prendre de l'ampleur année après année. L'année 2025 a clairement été portée par votre énergie. Grand merci. Nos partenariats se renforcent. La confiance envers Timio ne cesse de grandir. Et je peux vous le dire avec conviction, ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir sur 2026. Donc, un énorme merci pour votre soutien. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et me réjouis de vous retrouver très bientôt. Merci à tous. Sandrine, merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Euh, du coup, je passe directement la main à, à Michael et Franck. Oui, bonjour à Vous êtes tous. avec nous? Voilà, très bien. Donc, du coup, je vous laisse partager l'écran. Oui, alors oui, pour l'instant, j'ai pas besoin, mais oui, on va le partager. Oui, bonjour à tous. Nous, on va vous présenter donc la machine à trier. Alors, pour faire un petit peu la genèse du projet, c'est en cours de formation. On a fait une formation sur les algorithmes. Et donc, on avait présenté une machine à trier qui était donc un tapis avec un tapis. Et donc, on avait pour projet de réinvestir ce principe autour d'une machine à trier les déchets en sciences. Donc, on a réfléchi beaucoup avec le conseiller pédagogique en sciences. Et donc, on s'est orienté sur notre projet sur le Timio, puisqu'il possède des capteurs infrarouges. Et à l'époque, on s'était vite rendu compte qu'on avait une limite, c'est que pour programmer cette machine à trier, il était très difficile d'écrire un programme permettant d'identifier exactement les solides et de les trier. Et on a su par la suite, suite à une visio d'ailleurs avec vous, que il y a donc AlphaI qui permettait maintenant de programmer Tigno avec l'intelligence artificielle. Et donc, on a donc pensé à utiliser cette intelligence artificielle afin de programmer les capteurs pour qu'ils détectent puis qu'ils trient des formes. Alors, les capteurs, faut savoir que les capteurs de proximité de Timio, ils envoient un signal et qui sont capables, en fonction de la durée de retour de celui-ci, de calculer la distance à un objet. Et donc, notre objectif, c'était qu'en associant les 5 capteurs avant de Timio, qui sont en plus d'une forme un petit peu arrondie, et en calculant leur distance relative à un objet, on puisse en déduire une image approximative de l'objet et donc qu'on puisse identifier cet objet. Et donc, pour utiliser ce projet, on a donc choisi trois objets bien distincts, c'est-à-dire ici un cylindre, un cube et ici un prisme. Attention, juste un petit point d'attention et une limite sur l'intelligence artificielle qu'il est toujours bon de rappeler, c'est que si on nous demande à nous, êtres humains, d'identifier un cube, de l'imaginer dans notre tête et de le tourner en 3D, on n'a aucun problème à tous imaginer ce cube qui tourne en 3D. Et si je vous le montre à tous, quelle que soit la position de ce cube, on sait tous que c'est un cube. Il faut bien se rendre compte que l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de cela et qu'elle utilise uniquement le retour des capteurs. Donc ça, je vais laisser la main à Franck et par la suite, on reviendra là-dessus. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais évoquer la présentation que l'on a faite de cette machine à des publics variés, les principes de fonctionnement et les contraintes techniques, avant de laisser la main à Michael pour terminer cette présentation. Alors, la présentation, donc cette machine à trier dont Michael a expliqué la genèse, nous l'avons présenté, et tout à l'heure ça a été évoqué, nous l'avons présenté en ce qu'on appelle un festi-robot, c'est-à-dire en Seine-Maritime, nous organisons une action qui regroupe 160 écoles cette année, 4000 élèves. Et durant cette action, les élèves manipulent, présentent leurs projets aux autres élèves et puis manipulent des projets qui sont proposés par soit des collégiens, soit des lycéens, soit même des enfants d'école élémentaire. Et il nous a semblé intéressant, et d'ailleurs on l'a fait aussi pour ça à la base, la machine à trier, de présenter cette machine un public varié, puisque ça va, comme je le disais, des élèves de maternelle jusqu'à des élèves qui sont des lycéens, c'est-à-dire qui arrivent vers leurs 18 ans. Voilà. Il a été présenté, cette machine à trier a été aussi présentée, comme ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre au salon Educatec. Et puis, il a été présenté dans différentes formations, dont des formations d'adultes et des formations d'inspecteurs et d'inspectrices
notamment tous ceux de la Seine-Maritime. Voilà. Alors, le principe de fonctionnement. Je vais laisser Michael traiter la programmation. Il reviendra sur la programmation à proprement parler, puisque ça a été son domaine. Mais sur le principe de fonctionnement, on a, comme vous pouvez le voir là devant vous, on a un tapis. Alors là, c'était le premier tapis fait de 4 élastiques, j'y reviendrai. On a une brique EV3, donc vous voyez les mains à gauche sont en train de manipuler la brique EV3. Les deux gros moteurs de la brique EV3 qui nous ont semblé suffisamment puissants pour faire tourner le tapis, puisque, et j'y reviendrai, puisque ça a été un de nos problèmes, il faut que le tapis soit relativement stable pour pour que la machine, le Timio, puisse différencier les différents solides. Voilà. On aurait pu automatiser avec les capteurs EV3, on aurait pu automatiser le déplacement du solide, mais ça n'a pas été, on n'a pas eu le temps de le faire et on ne l'a pas fait. À l'heure actuelle, il n'est pas fait, mais c'est un projet. Voilà. Donc, dans le principe de fonctionnement, vous voyez ce qu'on a, nous, appelé des pelles, les Lego qui sont violets, là. Et en fonction de la détection, la roue fait un mouvement soit dans un sens horaire, soit dans un sens anti-horaire. Ça, c'est lors de l'apprentissage qu'on le définit. Ce qui permet de pousser le solide soit sur la droite du tapis, soit sur la gauche du tapis. Vous me direz, il y a 3 solides. Qu'est-ce qu'on fait du troisième? Eh bien, le troisième, quand il est détecté, le Timio se colore en rouge, mais les pelles, ce qu'on va appeler les pelles, ne rentrent pas en rotation et donc les solides ne sont pas évacués d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, de nombreuses pièces, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps imparti ne me permettrait pas, mais de nombreuses pièces ont été faites en impression 3D pour arriver à un système à peu près efficace. Voilà. Contraintes techniques. Donc, nous avons rencontré des contraintes techniques inhérentes à toute machine que l'on teste, hein, bien évidemment, dont la principale, notre difficulté principale était celle des tapis, puisque là, vous voyez qu'il y a 4 élastiques, ce qui forçait énormément sur les axes, et ce qui a cassé plusieurs axes avant d'arriver à un axe qui est à peu près efficace. Et puis, malheureusement, par contre, ça a entraîné un patinage qui nous pénalisait. On a utilisé 2 élastiques, vous voyez, ce sont de gros élastiques, et c'était ce qui nous a semblé le plus efficace. Et puis ensuite, on est passé sur des chenilles Lego, mais ça nous a posé de gros problèmes puisque les solides n'étant pas, on va dire, stables, eh bien, le Timio n'arrivait pas, parfois, malgré l'apprentissage, à les différencier. Alors ça, c'est une contrainte technique. Une autre contrainte technique, vous la voyez, c'est le cylindre positionné. Quel est le positionnement des solides? Si on pose le solide, le prisme, sur sa base, eh bien, pour le Timio, c'est une surface plate. C'est ce que disait tout à l'heure Michael. Une surface plate, pour lui, que ce soit un prisme ou que ce soit un cube ou la base d'un cylindre, c'est une surface plate, donc il n'arrive pas à les distinguer. Donc il a fallu les positionner d'une certaine manière pour que le Timio arrive et l'apprentissage arrive à faire la différence. Et vous voyez que sur le cylindre, on a également été obligé de faire des tests, puisque si le rayon est trop important du cylindre, eh bien, je pense que Michael y reviendra, mais on a utilisé que les 3 capteurs centraux du mode frontal. Si on utilise les 5 capteurs, excusez-moi, eh bien les 2 latéraux sont gênés par les pelles et ça crée des faux positifs ou des faux négatifs. Et si on utilise, je reviens sur ce que je disais initialement, un cylindre avec un rayon trop grand, eh bien pour lui, il n'arrive plus à différencier. Michael disait tout à l'heure que c'est une histoire de durée de retour du signal. Il n'arrive plus à différencier une surface plate d'un cylindre avec un rayon trop important. Michael reviendra sur l'espace nécessaire entre le Timio et le cylindre. Voilà.
Donc, on a eu ces problèmes-là, des problèmes de tapis, des problèmes de positionnement de cylindre, de stabilité de cylindre et de hauteur de cylindre également, puisqu'il faut impérativement une hauteur suffisante et nécessaire entre le cylindre et le timio pour que la détection soit efficace. Trop éloigné, la détection n'est pas efficace, et trop proche, on a vu aussi que la détection, bon, si on la voyait que c'est à peu près, c'est tout près, mais on aurait pu grandir encore, enfin rapetisser encore l'espace entre le timio et le solide, et là, ça devenait inopérant. Voilà, Michael, Ouais. je vais te laisser dire la fin. Je vois on a déjà 9 minutes 40 et qui Je arrive à ton reprends la main, je vous montre la petite vidéo d'une minute et après, je vous montre juste sur ma caméra, très vite sur ma caméra, comment les capteurs détectent les solides et ce que ça donne sur le logiciel AlphaI et du coup, comment on le programme avec ça. Alors, juste la petite vidéo d'une minute. Donc là, on voit bien les deux pelles et en fonction du solide que l'on met, elle tourne et elle bifurque d'un point à un autre. Donc là, voilà, il était détecté en rouge et quand on a le cube, hop, la pelle l'envoie d'un côté et avec le cylindre, on va voir que la pelle va l'envoyer de l'autre côté. Et donc là, ce qu'expliquait tout à l'heure Franck et qu'on voit tout de suite, c'est que les deux pelles avec les deux rebords, et ben en fait, on avait un débord sur les deux capteurs extérieurs du Timio qui détectaient tout le temps quelque chose. Et du coup, ça posait souci. C'est pour ça que dans le cadre pour programmer le Timio, on s'est servi que des trois capteurs, celui de devant et les deux médiums, et pas les deux extrémités puisque entre le portant et les deux pelles, sinon ça posait souci. Alors, je vous repartage très vite, je vous repartage très vite la caméra pour que vous puissiez vous rendre compte de comment fonctionnent les capteurs, en espérant que vous voyez bien. Hop. Donc voilà, ici j'ai mon Timio qui est dessus. Donc là, on voit quand je passe ma main, hop, j'essaie de le relever un peu. On voit quand je passe ma main, j'ai bien les capteurs qui réagissent. Et donc là, hop, si je montre ici avec avec mon cylindre, on voit quand on s'approche, on a des capteurs qui s'allument. Si je prends par exemple le cylindre, si je prends le cube, on voit bien que tout s'allume. Et là, comme c'est pas très visible, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le logiciel. Hop. Alors, le logiciel, il est ici. Est-ce que tout le monde voit bien le logiciel là? C'est bon? Oui, tout le monde le voit? Oui, c'est bon, Super, Michael. oui. Ouais. On le voit, Michael. Alors là, par exemple, vous voyez, j'approche mon capteur et je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, mais là, on a les 5 capteurs de l'écran qui sont à gauche. Et donc, bah, plus ils vont vers le jaune vif, plus le capteur détecte quelque chose. Donc là, on a la surface plane d'un cube. Si maintenant, je vous mets la surface du cylindre telle qu'on l'avait placée, là, on remarque bien la surface un petit peu arrondie et on remercie les capteurs arrondis, les capteurs qui ont une fin un petit peu arrondie du Timio parce qu'on voit bien que le capteur de devant détecte à fond et que les deux sur le côté détectent un peu moins. Et c'est pour ça qu'on a biaisé avec le prisme droit où là, on a mis le sommet du prisme. On a mis le sommet du prisme dedans et là, ça se joue au millimètre. Et là, on voit que celui de devant détecte vraiment bien, le capteur détecte vraiment bien. Et les deux sur le côté, c'est de plus en plus sombre parce que ça ne détecte presque rien. Et donc, la limite, c'est ce que disait. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous partager 3 écrans en même temps, mais c'est que par exemple, si le prisme, je le mets à l'envers et que je lui présente une surface plane, eh bien là, par rapport au capteur pour le Timio, il va détecter que c'est un cube. Et donc, après la programmation, une fois qu'on a ce logiciel, la programmation, elle se fait très simplement parce que donc ici, on a donc programmé 4 actions. Une action arrêt pour que le Timio, quand il n'y a rien sur le tapis, ben, il ne fasse rien. Donc là, tous les capteurs, si vous pouvez voir sur mon écran, sont noirs.
une position rouge, il va s'allumer en rouge quand il va détecter le prisme. Il va reculer, avoir un mouvement de recul quand il va détecter le cylindre, et il va avancer quand il va détecter un cube. Et donc bah là, pour le programmer, je mets ma pièce devant le Timio et j'appuie sur une des actions qui va s'ajouter ici. Je le mets en mode apprentissage. Et bon, il suffit que je le fasse 2 fois et bah, après, tout de suite, on le lance en mode autonome. On lui passe les pièces et on vérifie s'il se trompe et on peut continuer son apprentissage pour que bah, le robot s'améliore et se trompe de moins en moins. Et juste une Et petite donc ça, remarque. c'est ce qu'on appelle le mode d'apprentissage supervisé. Juste une petite remarque, ça, lors des festi-robots, on le fait faire aux élèves. C'est juste pour. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais lors de nos formations, ce que vient de nous présenter Michael, eh bien, les élèves le faisaient en fait. Oui, et ça, on l'a fait. Et alors, pour des élèves à partir du cycle 3 en général, donc de 8-9 ans, et on a arrivé à faire cet atelier sur un atelier de 20 minutes et ça fonctionnait très bien. Et on a fini, j'espère qu'on n'a pas trop débordé. Si, on a débordé de 5 minutes, enfin de Et on 3-4 va minutes. repasser la parole à Ronnie. Merci beaucoup. Super, super, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment un travail fantastique. Moi, je voulais juste savoir, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que c'est possible, par exemple, est-ce qu'il vous est possible de partager ce document ou de documenter ce travail sur Roteco? Euh, Alors, Est-ce que c'est quelque chose? Pour le travail sur Roteco, c'est déjà fait. Il est déjà dessus. Est-ce que Bien. je suis dessus là? Non, là, je l'ai pas en partage, mais oui, il est déjà sur Roteco. C'est la machine à trier sur Roteco. Donc, c'est D'accord, déjà super, fait. On partagera le lien dans le petit mail récapitulatif. super, super. Bon, bah du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Merci encore, hein. Euh, Là, je vais passer au premier quiz rapidement. Est-ce que vous voyez ce QR code? Du coup, Eric, est-ce que je peux te laisser la main, s'il te plaît? Bien sûr, ouais, je prends le partage du coup, hein. Vous pouvez me dire si c'est bon, si vous voyez bien ce que je partage. C'est tout bon, Eric. C'est bon, ouais. Super, merci beaucoup. Bah, merci déjà pour l'invitation. Hello Claire que je vois connecter là, et qui connaît bien le sujet. Effectivement, je viens vous parler moi de l'association Dessine-moi la high-tech. Dessine-moi la high-tech, c'est une association pour refaire un petit peu l'histoire qui a été créée en 2019 en France, à Rennes. Et qui a été créé parce que on a effectivement un collègue qui a eu sa fille qui a eu un cancer et qui s'est dit moi avec mes compétences d'ingénieur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux proposer aux enfants qui sont hospitalisés bah, pour leur changer un peu les idées. Et puis du coup il s'est dit bah autour de la high tech il n'y a pas grand-chose et bah justement allons-y sur ce domaine-là. Et puis, ça a commencé à Rennes, ça s'est étendu un peu dans l'ouest de la France. Et puis, depuis le 2019, l'association continue de s'étendre. Vous allez voir à peu près après tous les sites dans lesquels on intervient. Mais pourquoi, effectivement, et pour rappeler juste un petit peu la partie cancer. Alors, j'ai zoomé sur les chiffres en Suisse, d'accord? Je peux faire donc en Suisse, c'est 350 enfants qui chaque année sont atteints d'un cancer. En France, c'est 2300. 50 adolescents de 15, dont 50 adolescents de 15 à 18 ans, c'est plus en France. Et avec des taux de survie, effectivement, qui varient en fonction si on est 1 an après le diagnostic ou plus 10 ans après le diagnostic. Les chiffres en Suisse sont sur 10 ans. En France, c'est sur 5 ans. Et donc, les types de cancers sont différents. Il faut juste savoir que le cancer de l'enfant, c'est aujourd'hui le cancer où il y a le moins de moyens. C'est le cancer là où le moyen, quand je dis moyen financier. On essaye effectivement, nous, d'essayer de divertir les enfants, de leur changer les idées.
et donc doit leur créer des moments d'évasion. Je regarde le timing. OK. Et donc, les valeurs de l'association, c'est la joie. C'est créer de la joie pour les enfants. C'est numérique responsable, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on a ce qu'on met dans la partie high-tech et dans ce volet high-tech. On fait attention aux écrans. Vous savez que les écrans, c'est des sujets qui peuvent effectivement créer des tensions. Donc, quand on met un écran, c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. On est proche effectivement des soignants et des enfants. Et puis, on s'ouvre effectivement à l'hôpital et clairement aux soignants et on fait partager ça un peu avec tout le monde. Les Cinema High-Tech, donc là, je vous l'avais dit, c'est effectivement intervenir dans les hôpitaux pour divertir les enfants, ce qu'on appelle leur mettre des étoiles dans les yeux. Mais c'est pas que ça aussi. On aide à la recherche. On aide à la recherche dans le sens où on propose sur nos temps perso, parce que l'association c'est que des bénévoles, hein, donc il n'y a pas de salariés dans l'association de Cinema High-Tech. Donc sur nos temps perso, on propose de l'aide à la recherche sur de l'IA, sur de la data science, des gens qui sont data scientists, qui proposent du coup d'aider et de croiser des données pour essayer de trouver les causes de cancer sur des missions bien particulières avec des hôpitaux. Donc voilà, c'est de la ressource qu'on met à disposition. Et puis il y a une partie aussi formation des soignants. Nous, quand on intervient, c'est bien, mais on intervient une fois par mois, voire 2 fois par mois. Mais le reste du temps, si effectivement les soignants ils peuvent utiliser le matériel qu'on leur met à disposition et puis s'en servir avec les enfants, c'est encore mieux. Donc on les forme pour ça. Et donc on leur propose quoi effectivement à ces enfants comme activité? On leur propose plein de choses. On leur propose des robots que vous connaissez très bien, puisqu'on leur propose des Timéo. Je ferai un zoom après sur les Timéo, j'y reviens juste après. On leur propose des balles connectées qu'ils peuvent piloter avec un téléphone portable. On leur propose des drones spécialement adaptés au milieu hospitalier et qui sont vraiment conçus et développés de A à Z par quelqu'un de l'association. Et ces drones-là, ils volent avec un ballon d'hélium au-dessus. C'est le ballon d'hélium qui vient porter le drone et l'enfant a juste à le piloter avec une télécommande. On leur propose des casques de réalité virtuelle pour vraiment s'évader dans le mode vidéo ou dans le mode jeu. Et puis il y a un nouveau robot que j'ai pas mis là, mais qui fait effectivement permet aux enfants d'aller voir ce qui se passe en dehors de leur chambre. Pour les enfants qui ne peuvent pas sortir de leur chambre, le robot se balade dans les couloirs et l'enfant voit avec un retour vidéo ce qui se passe. Donc, c'est plein de petites activités qu'on propose à chaque fois et qui sont adaptées en fonction des âges des enfants. Je fais un petit zoom quand même sur les robots Timéo parce que c'est quand même ces robots-là sont quand même avec nous depuis tout le départ, depuis le 2019. C'était les premiers ateliers qu'on a proposés aux enfants et qu'on continue de proposer aux enfants. Ils s'amusent beaucoup. Les modes couleurs et les différents modes, ça leur plaît énormément. Il n'y a pas beaucoup d'ateliers sur lesquels on peut proposer à des enfants de 3 ans, hein. Donc ça en fait partie. Et je peux même vous dire que le cancer des enfants, en ce moment, on voit des enfants qui ont 3 mois et qui ont un cancer. Et le fait de voir des couleurs, de voir le robot s'allumer, de voir des bruits, ça attire le regard. Et l'enfant, même s'il a 3 mois, ça lui fait pas rien. Voilà. Et donc effectivement, du coup, on a des robots, on a 3 robots par site, et puis encore plus en Suisse là, avec Claire, qui met effectivement alors Claire, elle est responsable de toute la partie des cinémas high-tech en Suisse, hein, et merci à elle au passage. Et donc Claire, en plus, elle propose des activités de programmation des robots en Suisse et qu'on va étendre en France du coup. Et pour aller plus loin et pour du coup avoir une couverture de public et d'enfants un peu plus large. Donc ça, c'est quelques photos qui ont été prises effectivement en Suisse, sur lesquelles on voit des enfants jouer avec des Timéo. Et ça attire effectivement pas mal les enfants. Quelques chiffres de manière générale. L'association, c'est 280 bénévoles aujourd'hui, 23 sites. 23 centres hospitaliers différents, des demi-journées à chaque fois d'intervention, donc 400 demi-journées depuis le départ, 3500 enfants vus. Voilà, c'est à chaque fois qu'on y va, c'est vraiment
des étoiles dans les yeux des enfants, mais pas que des enfants, de nous aussi. Parce que je peux vous dire que quand on ressort d'une intervention d'une après-midi, eh ben, on est super content de l'avoir fait et d'avoir pu apporter ça. Ça, c'était 162 interventions réalisées en 2024, plus de 50% par rapport à 2023, et on continue en 2025. Donc, on a déjà dépassé le volume de 2024 et on continue de s'étendre, hein. Nous, l'objectif, c'est qu'on intervienne dans chaque hôpital où il y a des enfants malades. Alors, on cible vraiment l'oncologie, mais quand on a suffisamment de bénévoles, on fait aussi la pédiatrie. Et donc on continue de s'étendre. Là, on a effectivement plusieurs sites en perspective. Donc en Suisse, on a Lausanne hein, qui tourne, on a Genève qui tourne à peu près ou pas un tout petit peu. Ouais, on a fait une intervention. On a Margency qui va ouvrir. Et puis on a des projets pour 2026. Alors, la liste est assez courte. Il y en a d'autres. Alors, dans la présentation, vous avez plein de liens vers des vidéos. Je vous les montre pas parce que elles sont plus longues et puis ça vous laissera les découvrir. Mais clairement aujourd'hui, du coup, oui. Alors l'association elle vit avec des dons, voilà. Et donc effectivement, on a besoin de dons pour acheter le matériel. Faut savoir que dans tout ce qu'on a comme matériel, tout est acheté. Il y a rien qui est offert. Donc à chaque fois, on a besoin de dons pour financer l'achat des matériels pour chaque site. Et puis on a besoin de bénévoles aussi. Et donc voilà, si vous connaissez du monde qui est prêt à passer une après-midi par mois ou une après-midi tous les 3 mois et à venir jouer avec des enfants, faut pas hésiter à nous en parler. En Suisse, Claire, elle est, ben, voilà, faut la contacter surtout. Et on a besoin. Voilà, sur Genève, par exemple, je disais à moitié ouvert parce qu'on manque de bénévoles et qu'on n'arrive pas à avoir un rythme d'intervention suffisant. Et puis il n'y a pas que Genève, un peu partout. Donc voilà. Je me permets de te Vas-y. couper, Eric. Du coup, je prends un petit peu le relais pour parler de l'association en Suisse. L'association en Suisse, elle a été créée maintenant il y a 2 ans. Du coup, par moi, étant donné que j'avais eu contact du coup avec Eric et ses collègues de l'association pour du coup nous acheter des robotignaux. Et cette association m'avait hyper intéressée parce que bah, du coup, à l'époque, je vivais une situation où j'avais une amie qui était atteinte de cancer et qui m'avait fait du coup bah, part du fait que bah, les enfants s'ennuyaient, ne savaient pas forcément quoi faire. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'adolescents, de jeunes adultes qui sont atteints de cancer. Et malheureusement, il n'y a pas énormément d'activités pour leur âge. Du coup, c'était vraiment l'occasion de créer cette association. C'est aussi pour ça aussi qu'en France, l'association des Cinémas High-Tech, elle s'étend parce que du coup, ça intéresse de plus en plus d'adolescents, de jeunes adultes bah, pour faire ce genre d'activité. Nous, il faut savoir que bah, en France, elle existe depuis 2019. Nous, en Suisse, elle existe seulement depuis 2 ans. Le souci qu'il se passe, c'est que bah, il n'y a pas énormément de communication et c'est très difficile de communiquer sur des nouvelles associations. Donc, c'est vrai que moi, ce que je pourrais vous demander, c'est vraiment d'en parler autour de vous. Parce il y aura peut-être toujours une personne qui serait peut-être intéressée pour devenir bénévole ou qui en parlera peut-être à une personne qui, en fait, c'est vraiment du réseautage. Il faut vraiment pas hésiter à en parler. C'est vraiment très important. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on va à l'hôpital, nous, il y a de plus en plus de services où il y a des enfants qui sont atteints de toute maladie. Il y a des cancers, mais il n'y a pas forcément que des cancers. Il y a des enfants qui attendent des greffes. Nous, on va aussi dans ces services-là. C'est assez regroupé à l'hôpital de l'enfance à Lausanne. On essaie de faire plaisir à un maximum d'enfants, mais c'est vrai qu'on est toujours très peu. Et malheureusement, on travaille aussi, donc du fait que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas non plus s'investir totalement à 100% dans cette association. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez vraiment en parler autour de vous, là, c'est la bonne période de Noël pour faire juste un petit geste, même financièrement.
Et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont en Suisse et pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas à contacter Eric pour demander des renseignements. Nous, on est vraiment ouverts à répondre à toutes les questions. Et il faut pas, sincèrement, il faut pas être doué dans la high-tech pour proposer ce genre d'activité. Les enfants, eux, ils sont très doués pour ce qu'on leur propose comme activité. Il faut juste être présent et s'amuser avec eux, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je m'excuse, Ronnie, d'avoir un peu élargi la discussion, mais je trouve que c'est quelque chose de très important de nos jours parce que ça peut arriver dans chaque famille. C'est ça, il faut pas oublier que ça peut arriver chez nous un jour et on serait tellement content de savoir que il y a des bénévoles qui viennent jouer avec nos enfants. Voilà. Tu as bien fait, Claire, c'est super. Merci beaucoup à toi et à Eric pour cette belle présentation. Du coup, rapidement, je propose de passer directement sur le jeu. A priori, le jeu, cette fois-ci, il fonctionne. Donc, on utilisera le jeu avec cette présentation, donc le quiz. Je repartage ma page. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien ma page? D'accord. Et là, donc, est-ce que vous voyez bien le QR code? A priori, il fonctionne bien. Voilà. Donc là, je vois déjà des participants. Je peux directement aller d'ailleurs sur la page. Il y a déjà 16 participants, 17, 18. Vous pouvez y accéder directement depuis ce que vous voyez là. Donc, vous avez le QR code. Voilà, j'ai 22 personnes, 23 personnes. On démarre dans 15 secondes. Ça vous va? Donc là, il s'agit bien de la présentation d'Éric et de Claire. Bon, on démarre. Allez, dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top départ. Voilà, donc nous avons les 3 premiers gagnants du jeu. Bravo à Georges, bravo à Christophe et bravo à, bravo à Méline. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, on a tous les détails. Là, vous m'entendez bien cette fois-ci? Oui. Voilà, nous sommes déjà donc sur cette présentation-là. Est-ce que Méline, Valentin, est-ce que je vous laisse la main? Vous avez de quoi présenter? Oui, je partage de suite. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Ça vient? Ça vient? Ok. Ça risque de prendre un peu de temps, le PC il est un peu lent. Mais... Oui. C'est tout bon. Super. Ok. C'est tout bon. Parfait. Je commence. Ouais, tu commences. Bonjour, alors je me présente, je suis Méline et on va vous présenter les différentes manières que nous avons utilisées pour programmer Timio. On fait partie des élèves de l'atelier scientifique de Virginis. Tout d'abord, on va vous expliquer ce que c'est l'atelier scientifique de Virginis, nos projets, nos divers projets, Timio avec l'IA, Kainen, Python, puis nos observations. Alors, l'atelier scientifique de Virginis, elle se trouve au lycée Parc de Virginis à Massy. Cette année, c'est la 15e saison de cet atelier, qui a été créé par Monsieur Jacques Taillet. Nous y faisons divers projets, donc nous, on travaille sur Timio depuis 2 ans. Il y en a qui travaillent sur la glacière ou d'autres projets mathématiques. Et ça nous permet de travailler en groupe et de découvrir divers projets. Alors, notre parcours sur Timio. Nos projets liés à Timio. Alors, nous avons fait une vidéoconférence avec Ronnie, tout d'abord, puis 3 webinaires plus celui-ci sur Timio. Et dernièrement, on a fait le 19 novembre le salon Educatech, où on a présenté nos projets. Et puis, on a fait plusieurs courses entre robots
qu'on vous expliquera plus en détail après, où on a fait les amis sur notre chaîne YouTube de la télé scientifique. Donc pour notre étude de Timio, nous avons d'abord travaillé avec l'IA, qui est basée sur le... Waouh! Nous avons d'abord travaillé sur l'IA avec les mouvements de base, avancer, s'arrêter ou tourner. Puis après, on a travaillé sur les couches de neurones avec les différentes couches ou les neurones et voir si ça changeait quelque chose à son fonctionnement. Et donc, voici les différentes couches de neurones que vous pouvez voir. Et mon camarade Valentin va vous expliquer plus en détail le reste de notre projet. Et alors, Valentin, Valentin, tu es avec nous? Oui, c'est bon. Désolé. Problème de micro. Alors, bon, pour parler des couches de neurones, on a d'abord étudié en fait la façon de réfléchir de l'IA avec plusieurs configurations de couches de neurones. Donc tout d'abord, on avait fait avec une couche de 5 neurones, ensuite une couche de 8 neurones, et enfin 2 couches de 8 neurones. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un neurone et qu'est-ce que une couche de neurones sur le schéma? Bon, déjà, les neurones, c'est les petits points qui sont en fait marqués sur marqués sur le logiciel AlphaI. Et la couche de neurones, en fait, c'est toute une série de petits points, enfin de ces petits points-là qui sont alignés en une ligne. On a tenté des configurations assez typiques. On avait tenté 4 couches d'un seul neurone, 4 couches de 10 neurones et 4 couches de 100 neurones. Mais en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'à partir d'un certain montant de neurones, en fait, totaux, on a vu que Timio, il gagnait pas forcément performance, enfin l'IA gagnait pas forcément performance, donc que ça servait à rien en fait d'aller plus haut. Ensuite, on va passer à KNN. KNN, c'est quoi? C'est un algorithme qui est basé sur les plus proches voisins de K. Et c'est un classificateur d'apprentissage qui n'est pas paramétrique, et c'est pour de l'apprentissage supervisé. Donc, pour en fait classer ces données, chaque donnée va se baser sur des notions de proximité entre deux groupes différents, enfin entre plusieurs groupes différents. Donc, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que il y a plusieurs données du coup qui appartiennent à un groupe différent, un groupe A et un groupe B. Et ici, du coup, la nouvelle donnée K qui est en vert sur le tableau, elle appartiendra au groupe A parce que le groupe A a 2 points qui sont plus proches de lui par rapport au groupe B. Il n'y en a qu'un seul qui est plus proche de K. Ensuite, on a travaillé avec Python pour programmer Timio. Et Python, en fait, c'est tout simple. C'est un programme qui va donner des instructions précises dans différentes conditions. Par exemple, si je détecte tant de valeurs avec mes capteurs, avec les capteurs infrarouges, Timio va réaliser une action spécifique. Du coup, on a réalisé 2 programmes. Un où on utilisait les 5 capteurs frontaux et un autre où on utilisait seulement 3 de ces capteurs. Alors, donc ce qu'on a observé, déjà on a vu que le programme Python, c'était la méthode la plus efficace parce que en fait c'est des conditions précises et c'est pas des conditions un peu plus aléatoires que le configure avec l'IA. Et l'IA justement performait pas assez bien selon nous. Sur les temps en par exemple, sur un petit circuit qu'on avait fait, on remarquait que Timio était un peu plus lent avec l'IA qu'avec Python justement. Donc, en revenant sur la configuration de l'IA, c'est que Timio en fait performe différemment selon l'apprentissage qu'on lui réalisait. Parce que l'apprentissage qu'on fait, c'est un apprentissage où on le fait détecter des obstacles et on lui dit, on le guide justement, on lui dit voilà, dans telle situation, tu vas faire ça. Sauf que du coup, c'est que
Timio va faire des erreurs. Et en observant ces erreurs-là, on peut essayer de les corriger, sauf que ça peut entraîner des conflits. Ça peut entraîner des conflits à son apprentissage déjà existant. Par exemple, s'il y a eu un scénario similaire qui a été déjà vu et que Timio a refait une erreur dessus, ou par exemple des conflits entre Timio qui ne sait pas s'il doit tourner à gauche ou tourner à droite, donc du coup il plante. Voilà. Bon merci de nous avoir écoutés. Je vous invite du coup à aller voir les réseaux sociaux de l'atelier scientifique pour découvrir un peu plus de nos projets. Et notamment justement donc la vidéo de Timio dont on parlait, qui est sur la chaîne YouTube de l'atelier scientifique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Valentin et Méline. Super présentation. Je repartage de mon côté mon écran. Je vous propose de démarrer avec le quiz de la machine à trier et ensuite on passera donc au quiz de Valentin et Méline. Ça vous va? Alors je vous ai envoyé en fait le lien dans le chat pour la machine à trier. Donc c'est le code 181672. Et là je vois déjà 9 personnes connectées. Vous pouvez aussi vous rajouter directement. Je vous ai partagé en fait la page. Vous la voyez bien? Oui, la page. Oui. Oui, oui. Super. Du coup, je vous propose de démarrer dans 30 secondes. Désolé encore pour ces erreurs. En fait, c'est une expérience pour nous, c'est une première. Donc, et on ne pouvait pas l'expérimenter sur une grande audience. Je l'ai testé avec moi et mon fils, donc c'était pas évident. On démarre dans 10 secondes. Allez, on y va. Allez, vas-y Driss, encore quelques secondes et on arrête donc le quiz. Voilà. Super. Bon, alors c'est parfait. Bravo, Michael. Mais Michael, tu pouvais pas jouer, donc. Ah, mais j'aime bien faire Bravo, semblant. Claire. Si tu m'oublies, c'est pas grave. J'aime bien jouer, moi. Bravo, Claire. Mais tu peux pas non plus jouer. donc, du coup, le premier sera David. Le deuxième, Martial Sucheki. Et pour la troisième place, ça sera Annick. Vraiment désolé pour Michael et Claire, mais il faut rester faire. Voilà, donc ça vous Il n'y a va? pas de mal. Mais au moins, j'ai Super. écouté les présentations, hein. Bon, alors sans trop tarder, je vous propose de démarrer directement la troisième et le dernier quiz. Et cette fois-ci, Michael, tu peux jouer, bien entendu, parce que c'est pas ta présentation, donc du coup, tu peux y aller. Donc voici le dernier lien. Alors, Ronnie, Je n'oublie donne juste pas encore. Pardon? Non, je crois que c'est quand tu coupes le son, on t'entend mieux quand tu coupes le son de la page du quiz, comme tu l'as fait avant. Oui, oui. Mais c'est sympa avec le son. Et de C'est toute dommage manière, qu'on ne on ne peut pas l'avait avoir les pas, deux à nous, la hein. fois. Tu n'as pas à cliquer sur l'option partage de l'audio. On ne l'avait pas de toute manière, nous. D'accord, d'accord. Bon, tant pis. On saura pour la prochaine fois. Voilà, donc on démarre dans 15 secondes.
Voilà, on y va. Donc, bravo à François, J. François, à Isaac et Philippe. On vous enverra en fait, voilà, donc un mail de suivi pour vous envoyer les lots début janvier, comme c'était convenu. Merci beaucoup d'avoir été patient avec moi avec ce nouveau jeu. Je pense qu'on l'utilisera à l'avenir avec les prochaines éditions, peut-être avec une meilleure maîtrise cette fois-ci de l'outil. Alors, je reviens donc à la présentation. On a beaucoup débordé, on a pas mal débordé, donc on n'aura pas du tout de temps pour le reste, mais je voudrais juste quand même passer encore 1 minute, 2 minutes sur une annonce qui est très importante. Bien sûr, on aura donc en février un webinaire spécial avec les ambassadeurs, mais ce que je voudrais en fait vous présenter là tout de suite, c'est un challenge que nous lançons début 2026 et qu'on appellera donc le défi mondial Timio 2026. Ce défi se déroulera entre le mois de janvier à juin. Donc c'est un défi international et qui reprendra donc ce qu'on appelle en fait les objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies, donc que vous connaissez certainement. Et l'objectif est de programmer avec vos élèves dans les classes différentes sessions donc de Timio tout en répondant et donc évoquant une solution, donnant une solution à l'un de ces objectifs. Vous pouvez utiliser Scratch, VPL, Blockly, Python, Azeba, voire AlphaI. Tout est permis pour mettre à but donc votre mission et votre projet. Et l'intérêt dans tout ça, c'est que tous les projets soumis seront présentés donc numériquement lors du sommet mondial de l'IA, de AI for Good, donc un sommet qui est organisé par l'ITU et les Nations Unies à Genève au mois de juillet 2026. Et votre travail donc sera vraiment visible pour les leaders mondiaux qui seront présents sur place, et il y en a beaucoup. L'équipe gagnante, quant à elle, donc bénéficiera d'une mise en lumière exceptionnelle. Donc, il y aura même l'ITU qui parlera de cette équipe-là et qui sera présente un peu comme l'équipe star avec une exposition numérique au sein de notre espace, sachant que Timio disposera en fait d'un espace dédié lors de ces journées qui vous garantira donc une visibilité maximale à vous, à votre classe, à votre école. Donc, c'est vraiment une opportunité très intéressante. Et bien entendu, pour les équipes qui peuvent se déplacer, donc qui sont proches de Genève et qui sont autour de Genève, eh bien, elles seront vraiment bienvenues à venir participer, à venir présenter leur projet directement, donc en physique, en face à face, lors de cet événement. Voilà, les inscriptions ouvrent bientôt, donc préparez vos Timio et allons à la conquête de 2026 avec les ODD. Voilà, on a été très contents, très heureux pour ce webinaire, donc de passer ce webinaire avec vous. Grand merci pour votre confiance. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on a vraiment hâte de vous retrouver toutes et tous dès 2026 pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.